Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous y attendons nombreux. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants pour une rencontre qui durera 45 minutes à propos de la collection HALT, une alternative à la pensée unique. Bon moment à vous. Et vous aurez un petit échange de 10 minutes de questions à la fin de la rencontre. Eh bien, bonjour, je suis Garance Giraud et voici Marie Bluteau. Nous sommes responsables éditoriales à La Martinière Jeunesse et nous sommes heureuses de vous présenter aujourd'hui HALT, une nouvelle collection de courts essais engagés et percutants pour les 15-20 ans. Donc, une collection innovante dans le paysage jeunesse, tant par son format que par son angle d'attaque et ses intervenants. Elle est vraiment née d'une conviction éditoriale forte et elle s'adresse à un lectorat réputé difficile à capter, mais particulièrement sensible à la notion d'engagement. Chaque ouvrage est présenté comme un tête-à-tête entre l'auteur et le lecteur, donc des petits formats de 32 pages à un prix modique de 3,50 €. Nous avons 3 titres à paraître en janvier. Le premier, c'est S'informer à quoi bon de Bruno Patino, directeur d'Arte, grand spécialiste de l'histoire des médias et de l'information et auteur de La civilisation du poisson rouge, un ouvrage qui a été particulièrement remarqué et qui a remporté un grand succès critique et en librairie. Le deuxième titre, c'est Avorter, un droit en danger de Rada Hatem, une gynécologue obstétricienne de terrain et fondatrice de la Maison des femmes. Et le troisième titre, c'est A-t-on encore le droit de s'engager A-t-on encore le droit de changer d'avis de Blandine Rinkel, musicienne, écrivaine, danseuse, et dont le dernier ouvrage Vers la violence, paru chez Fayard, a reçu le prix Méduse 2022. Chaque fois qu'on a eu l'occasion de parler de cette collection avec nos équipes commerciales ou avec des libraires lors de rencontres, on a été particulièrement touchés de voir qu'elle suscitait un vif intérêt et surtout qu'elle appelait beaucoup de questions. Alors on sait que c'est moins évident d'échanger par écran interposé. Aussi, ça nous a semblé pertinent et plus vivant, plus concret de rythmer ce webinaire en reprenant toutes ces questions qui nous ont été posées. Mais évidemment, en fin de présentation, on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà, donc on va commencer les questions et on va commencer surtout par cette question qui est naturellement apparue chez nos interlocuteurs, qui est pourquoi cette collection pour les 15-20 ans? Alors, bonjour à tous. Effectivement, c'est une bonne question, mais pour nous, la réponse est assez évidente. En fait, tout simplement parce qu'elle porte l'ADN de la Martinière Jeunesse, maison reconnue pour son accompagnement auprès des ados depuis sa création. Donc, c'est vrai que la Martinière Jeunesse a commencé ses publications avec des collections comme Oxygène, Hydrogène, que certains d'entre vous connaissent peut-être. L'idée était véritablement, dès les débuts de la Martinière Jeunesse, de s'adresser aux ados sans tabou, en leur donnant des clés de compréhension du monde. Aujourd'hui, ces collections sont arrêtées, mais on poursuit notre travail avec les adolescents en publiant des ouvrages comme harcèlement, discrimination ou encore Ces jeunes qui changent le monde, c'est-à-dire des ouvrages qui viennent continuer de les interroger et de leur donner des éléments d'ouverture au monde afin qu'ils se posent toutes les bonnes questions. Alors, c'est vrai que, comme l'a dit Garance initialement, les 15-20 ans sont un public peut-être parfois un petit peu plus compliqué à capter, en tout cas, c'est ce qu'il s'en dit. Mais notre mission à nous n'est pas
évidemment de faire fi de cette réalité, mais c'est surtout de ne pas baisser les bras et de continuer à entretenir véritablement ce lien qui unit la Martinière jeunesse aux adolescents. Donc, voilà un petit peu pourquoi cette collection. C'était une volonté de proposer un support et trouver un angle qui permettrait de continuer à s'adresser à eux voilà, sur un certain nombre de sujets, comme nous allons le voir au fur et à mesure de la discussion. Alors, nos lecteurs et les libraires sont habitués à ce que nous publions pour les adolescents des volumes plus conséquents avec des grandes paginations. Et là, c'est vrai que c'est un format vraiment, vraiment innovant. Et comment t'es venue l'idée de cette collection ? Bon, alors là, c'est là où l'intérêt de ce métier et ce qui en fait notre passion vient s'illustrer de manière concrète, c'est quand tout à coup on peut faire se rejoindre et faire se rencontrer un petit peu, je dirais, le personnel et le professionnel. Donc, moi, je suis éditrice jeunesse depuis plus de 15 ans et c'est vrai que je nourris vraiment personnellement je dirais, une vraie passion pour l'adolescence. Je trouve que c'est un âge où on est en mouvement perpétuel, on est en ébullition constante. Alors oui, c'est un âge qui est souvent difficile à traverser, mais c'est aussi un précieux moment de construction de soi. Et donc voilà, c'est vrai que j'avais toujours en tête voilà, la réflexion de continuer d'entretenir ce lien dont je vous ai parlé précédemment avec nos lecteurs. Alors, plus précisément, comment est venue l'idée de la collection, c'est que lors des précédentes et des dernières élections présidentielles, jamais ne m'est apparu autant combien la parole des jeunes était passée sous silence. Je pense que pourtant, nous serons tous d'accord pour dire que les jeunes sont animés, sont préoccupés, sont révoltés par les mêmes sujets de société que nous, et que jeunes ou moins jeunes, on en est quand même un petit peu tous au même point, c'est-à-dire que pour se forger une opinion, pour digérer l'opinion adverse, pour avoir la liberté d'avoir un avis et d'en changer, on a tous besoin de se nourrir d'analyses, de points de vue et surtout de nuances, je dirais. D'échapper aussi un petit peu à l'agressivité des polémiques dont le débat public se fait et les réseaux sociaux se font, voilà, sont régulièrement saturés. Donc, l'idée, ça a été de se dire comment on peut intervenir à notre niveau en tant qu'éditeur pour continuer et contribuer à développer et à armer la parole de ces adolescents et de ces jeunes adultes, en fait. Comment, à travers la publication de textes profondément ancrés dans le quotidien, on pouvait leur donner tout simplement les moyens de se construire et voilà, je crois vraiment que j'ai conçu et on a conçu Alt comme un outil à la portée de toutes et toutes pour ouvrir le dialogue. Je crois que c'est assez, voilà. C'est vrai, c'est un vrai dialogue. On parlait de tête-à-tête entre l'auteur et le lecteur. On a vu que dans les trois premiers titres que les trois premiers titres étaient très, très différents. Comment vous choisissez vos thématiques, vos sujets ? Bon, on va passer assez rapidement, je pense, sur cette question. Pourquoi ? Parce que je pense que, je viens tout juste de le dire, la question, le questionnement autour des thématiques qui portent la société, que ce soit le politique, le social, le sociétal, encore une fois, les jeunes sont sensibles aux mêmes thématiques que nous, véritablement. Donc, choisir les sujets, c'est finalement parler des choses qui, nous, en tant qu'adultes, nous animent, mais trouver un moyen de les rendre non seulement accessibles, mais surtout de trouver la porte d'entrée qui fera que les jeunes, en tout cas les adolescents, les jeunes adultes, auront envie de rentrer dans cette discussion, je dirais, d'aller s'y intéresser. Parce qu'encore une fois, on est à peu près convaincu à la Martinière jeunesse qu'il n'y a pas de thématique réservée aux adultes. Il y a tout simplement une manière de les traiter, des angles d'attaque, des supports, des portes d'entrée, comme je viens de le dire, qui permettent à cette tranche d'âge voilà, d'y aller. Donc, les thématiques, ça sera
aussi bien des thématiques comme celles qui nous intéressent, ça soit effectivement l'information, la thématique de l'avortement, on va en parler un petit peu après, les injonctions de devoir définir très vite sa vie, qu'on demande aux plus jeunes, mais ça peut être aussi l'amour, ça peut être aussi évidemment toutes les questions climatiques, ça sera la politique, ça sera le véganisme, voilà, tout autant de sujets qui animent, je dirais, la société. Qui animent et qui crispent parfois la société. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous parler plus précisément quand même de ces 3 titres. Donc, le premier, S'informer à quoi bon. Donc, c'est un texte très brillant, fourmillant d'exemples de Bruno Patino qui revient sur les raisons de cette fatigue informationnelle et qui insiste sur notre devoir collectif de bien s'informer. Donc, il va retracer l'histoire de l'information et nous convaincre par ce biais que l'information est une arme, un contre-pouvoir décisif dans notre société. Sur l'avortement, donc Rada Hatem, les femmes, c'est quand même une thématique qui est largement au cœur de l'actualité, mais elle a pensé ce texte avant même que ce sujet revienne au cœur de l'actualité. Donc c'est un texte très engagé où Rada montre les jalons de l'histoire complexe de l'avortement. Elle se positionne vraiment loin d'un jugement d'ordre moral et elle livre un manifeste en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps. Et le 3e titre de Blandine Rinkel, A-t-on encore le droit de changer d'avis ? Donc c'est un texte qui, cette fois-ci, est beaucoup plus intime, une ode aux convictions et à l'incertitude, où Blandine prend le contre-pied des injonctions actuelles et rappelle notre droit à changer d'avis. S'autoriser à changer, c'est préférer le dialogue à l'entente forcée, c'est gagner en liberté. Voilà, c'est toute une dérivation poétique et extrêmement convaincante. Et donc là, on a eu vous voyez que c'est 3 personnalités extrêmement différentes. Comment on choisit les auteurs de cette collection ? Alors, je crois que cette question est au cœur même de la genèse de cette collection. Notre envie, et c'est là notre petit plaisir d'éditeur, parce que être éditeur, c'est aussi conjuguer des ouvrages, en tout cas c'est notre volonté, que l'on estime d'utilité publique, mais c'est aussi, c'est aussi se faire plaisir avec des auteurs que nous avons envie d'entendre, dont nous pensons la parole intéressante, pertinente, importante, inspirante. Et donc, dès le début, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, l'intérêt pour capter nos lecteurs, c'est d'offrir une diversité, une pluralité de voix. Et très vite, on a identifié qu'on ne s'arrêterait pas à un certain type d'auteur, mais qu'on irait chercher des voix singulières qui seraient aussi bien des romanciers ou des écrivains, mais aussi, pourquoi pas, des journalistes et pourquoi pas des artistes expérimentant leur passion dans d'autres arts que la littérature, mais aussi des experts. C'est le cas de Rada, donc gynécologue obstétricienne, femme de terrain. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire le croisement des voix, la diversité des expériences, des sensibilités, et c'est ces sensibilités-là, qui sont quasiment à l'origine même du concept, en fait. Voilà, l'idée, c'était encore une fois de travailler avec des gens qu'on admire. On les a choisis, bien sûr, par ce prisme-là. Et juste, évidemment, il fallait aussi que ces auteurs-là rejoignent et portent en eux la même conviction que nous, c'est-à-dire une envie de s'adresser à cette jeune génération. C'est pas tout le monde n'a pas de velléité de s'adresser à la jeunesse, ou tout le monde ne sait pas forcément comment s'y prendre, c'est une réalité. Donc, il fallait sentir dès le début que quelle que soit la manière dont les textes seraient écrits, la volonté initiale, c'était de porter un message incarné et inspirant.
Et c'était se faire violence aussi, parce que ce n'est pas un vivier d'auteurs jeunesse. Exactement, exactement. Donc, aller frapper à des portes. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a dû sortir un petit peu de notre domaine d'expertise. Domaine d'expertise, non, je me trompe sur le mot en main en tout cas. Oui, de notre vivier, des gens avec lesquels on avait envie de travailler, où on allait avoir le réflexe de travailler. On est allé chercher des personnalités qui parfois exerçaient, comme je viens de le dire, dans d'autres milieux ou s'adressaient peut-être plus particulièrement aux adultes dans leurs écrits quand c'était le cas. Et donc, c'était une jolie contrainte pour nous. C'était même un joli challenge et c'est ce qui a rendu et c'est ce qui rend, à notre sens aussi, cette collection assez forte. Alors, pour illustrer ton propos, je vais vous lire la réponse de Bruno Patino, qui a été interrogé justement sur son envie et la nécessité de s'adresser à cette génération. Donc, sa réponse. Nous vivons tous à une époque paradoxale, et les plus jeunes plus que d'autres. D'un côté, le torrent de messages, de vidéos, d'alertes nous engloutit et nous donne l'impression de tout savoir. De l'autre, ce flot provoque un sentiment de saturation qui nous donne envie de ne plus rien connaître. Infobésité et fatigue informationnelle marchent de concert. Si j'ai souhaité m'adresser à cette génération et répondre à cette question « À quoi bon s'informer ?», c'est pour essayer d'expliquer qu'une information n'est pas un simple message, que l'information a une histoire qui a été bouleversée par la révolution numérique. J'ai voulu leur dire que s'informer vaut la peine, tant individuellement que collectivement, et qu'à l'heure de TikTok et de Twitter, c'est non seulement possible, mais surtout important et nécessaire pour devenir un citoyen armé et libre. Voilà, donc une parole très forte de Bruno Patino qui est déjà très lu par des adultes et qui, là, sa voix, on espère, sera entendue par des adolescents et des jeunes adultes. Mais justement, quand on voit que c'est des auteurs qui ne viennent pas forcément du sérail jeunesse, est-ce que la Martinière jeunesse leur a imposé une contrainte éditoriale dans la construction des textes? Par exemple, est-ce que tu leur as demandé de s'adresser aux lecteurs par le tu ou par le vous? Est-ce que tu leur as imposé des contraintes? Alors, pour pouvoir capter ces auteurs-là, il fallait aussi pouvoir leur laisser une liberté, une espèce de carte blanche sur la manière dont ils s'adresseraient à leurs lecteurs. Pourquoi? Parce que comme je le disais, c'est pas systématique cette capacité à se dire mais est-ce que je vais trouver le bon ton? Est-ce que je vais savoir comment m'adresser à eux? Bruno, par exemple, tu viens de lire sa réponse quand on lui a posé la question mais pourquoi finalement as-tu accepté de faire ce texte? Bruno, pendant longtemps, m'a dit mais tu sais Marie, je ne suis pas sûre d'y arriver, je ne suis pas sûre de… Moi, j'ai l'habitude de m'adresser à mes étudiants, mais je ne sais pas si dans un livre, je vais trouver le bon ton. Et donc, la liberté de trouver justement ce ton juste, ce ton qui leur est propre, était, à mon sens, fondamental, si ce n'est obligatoire. Et la question du tu ou du je, enfin du tu ou du vous, par exemple, s'est posée. Et ma réponse est toujours la même, c'est-à-dire que là encore, tout va dépendre de ce que l'auteur est lui-même en tant qu'homme, tout simplement, et sa facilité, sa volonté, et si le tu vient plus facilement, ou au contraire le vous qui lui permet peut-être une mise à distance, mais mise à distance ne veut pas dire que le lien ne se crée pas. Donc c'était vraiment une liberté qui leur était offerte. Et puis surtout, ces 3 titres, Garance vient un petit peu de les présenter et on vous en lira des passages au fur et à mesure de cette présentation. Ces 3 titres illustrent à eux 3 ce que va devenir la collection, c'est-à-dire certes une diversité de voix, mais dans le même sens une diversité de récits, de construction, de discours. C'est-à-dire que là où Rada nous offre un texte très puissant, très militant, dont on sent, je dirais, la femme engagée, mais surtout la femme de terrain qui parle avec toutes ses convictions dans un récit assez poignant,
Bruno, lui, est allé chercher un discours très construit, très argumenté, très illustré d'exemples. D'ailleurs, c'est un de ses grands talents. Hein. C'est sa capacité à illustrer des notions parfois complexes avec des exemples très concrets. Donc voilà, on est sur un texte qui pourrait sembler, vraiment qui pourrait sembler plus professoral, mais qui ne l'est absolument pas, qui est passionnant et fourmillant de détails, mais qui est effectivement un texte plus, on va dire, plus argumenté, comme pourrait l'être je dirais presque c'est un peu compliqué non pas un cours, parce que là, ça viendrait lui enlever le sel de ces mots, mais en tout cas, voilà, quelque chose de plus cadré. Et on a également le texte de Blandine qui, lui, je vous engage vraiment, si vous en avez l'opportunité, à le lire, qui vient tout simplement parler à l'adolescent que nous étions, nous déjà, il y a un certain nombre d'années. Il est extrêmement intime, mais tout le monde le sait, ou en tout cas, on s'en doute quand les récits et l'écriture est forte, l'intime se mêle à l'universel, et à travers une espèce de vraiment d'ode à l'incertitude, pardon, et d'adresse directe au lecteur, elle livre un récit intime d'une grande force qui vient toucher le lecteur exactement là où nous le souhaitions, en fait. Alors, je vous rappelle les 3 titres. A-t-on encore le droit de changer d'avis? Avorter, un droit en danger? S'informer, à quoi bon? Vous aurez remarqué que s'il y a un point commun entre ces 3 titres, au-delà de leurs différences de sujet, c'est une forme interrogative. Pourquoi avoir choisi cette forme interrogative? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est un effet de style? Alors, il y en a 2. Il y en a une qui rejoint la forme et l'autre qui rejoint le fond. Poser une question, c'est d'ores et déjà interpeller. Et interpeller, c'est l'objectif de cette collection, c'est aller chercher le lecteur pour que, à travers une question, l'envie et le pas et l'élan pour ouvrir ce livre se fassent. Donc, la forme interrogative est là pour interpeller véritablement dans sa forme. Et puis, la forme interrogative, elle est là. Pourquoi? Pour interroger. C'est le deuxième aspect, qui est l'aspect qui rejoint le fond, c'est-à-dire que l'essence même de cette collection, c'est de venir interroger le lecteur sur un sujet, venir lui faire se poser des questions, se remettre en question, se forger un avis, interroger l'autre en même temps qu'il s'interroge lui-même. Donc, véritablement, il y a un jeu autour de la question qui rejoint le style, mais qui est profondément lié à l'approche, en tout cas, que nous avons souhaité donner à cette collection. Et donc, par exemple, si je prends l'ouvrage de Bruno Patino, à quoi bon s'informer, à quoi bon? Il pose une vraie question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. En ces temps, on parle beaucoup de fatigue informationnelle. Et avant d'y répondre, en tout cas de proposer sa réponse, il va prendre le temps d'expliquer, de contextualiser pour peut-être, on espère, mieux convaincre son lectorat ou en tout cas l'aider à se faire une idée. Et donc, je vais en profiter pour vous lire 2 extraits de son ouvrage. D'où vient cette impression alors que quelque chose cloche? D'abord, il y a tous ces mots, faits alternatifs, hoax, fake news, désinformation, complot, deepfakes, les hashtags « on nous ment », comme par hasard, parmi des centaines d'autres. Et puis, il y a ce sentiment d'être submergé par les informations contradictoires et les réalités divergentes. Alors parfois, nous sommes fatigués et nous décidons de ne plus du tout prêter attention à la marche du monde, à ce qui se passe dans le pays, à ce qui arrive près de nous. Nous sweepons, nous scrollons, mais nous ne voulons plus savoir. La fatigue informationnelle, la news fatigue, n'est pas une vue de l'esprit. Elle touche en France 1 personne sur 2 d'après la Fondation Jean Jaurès. Et un petit peu plus loin, un autre extrait. Dans le monde d'avant, chaque espace social avait ses codes de conversation. Un journal d'information ne produisait pas les mêmes messages qu'une conversation au bistrot, qu'un meeting politique, qu'un dialogue sur le canapé du salon lorsqu'on regardait la télévision ou qu'une discussion en salle de classe.
et chaque message était reçu en fonction du lieu où il était produit. Notre téléphone bouleverse tout cela. En effet, un réseau social mélange tous les types de messages, informations, commentaires, croyances, coups de gueule, humour, hypothèses, émotions à fleur de peau, tous les contextes de conversation et tous les degrés de langage, dans un seul et même endroit et avec, le plus souvent, une règle unique. Le mélange des messages, la confusion des rôles et la viralisation nourrissent le doute sur l'identité de celui qui parle et une incertitude sur la nature de ses propos. Pourquoi ce petit format, vous remarquez, petit format, piqué Mectal, 32 pages, au-delà de son prix de vente très attractif, 3,50 € ou avec son prix de vente? Alors, pourquoi ce petit format? On a tous, je pense, en tout cas, vous et nous, aujourd'hui réunis pour la présentation de cette collection, en tête le fait que les habitudes de lecture chez les 15-20 ans, pour dire un petit peu schématisé et ciblé, mais ces habitudes de lecture ont un petit peu changé. Les réflexes, en tout cas le réflexe papier, lecture papier, et peut-être un réflexe ou un systématisme voilà, qu'on peut interroger véritablement chez cette tranche d'âge-là. Donc, notre idée à nous, c'était de se dire, OK, à quel moment notre support, un changement de regard et un changement de curseur sur des supports habituels peuvent être mis au service du fond. Comme vous le voyez, Garance vient de le lire, Bruno, dans les quelques mots que Garance vous en a lus, Bruno est extrêmement pertinent dans son discours, mais surtout, voilà, il ne prend pas le lecteur pour un idiot, il lui parle de manière véritablement, voilà, comme s'il s'adressait à un adulte. On n'a pas cherché à vulgariser quoi que ce soit, mais par contre, ça demande, en tout cas dans le texte de Bruno, effectivement, un temps de concentration forcément nécessaire. Ça nécessite un temps de concentration assez pardon, excusez-moi, soutenu. Merci beaucoup. Et donc, comme on sait aussi que ces temps de concentration, pour cette jeune génération, le temps de concentration a un petit peu diminué, on s'est dit, OK, bah, c'est le support qui va venir porter le contenu. Et on va proposer des ouvrages qui n'existent pas encore dans le panorama jeunesse. On va porter des ouvrages qui seront très courts. Le petit format viendra donner un sentiment, non pas de lire sans lire, puisque ce n'est pas l'idée, mais en tout cas de partager, d'avoir quelque chose qu'on peut quasiment glisser dans sa poche. Voilà, c'est un peu plus grand qu'un smartphone, mais on peut se le donner, on peut l'avoir avec soi dans sa poche de manteau, on peut le transmettre, on peut le partager. Donc, il y avait aussi vraiment cette volonté que ce petit format ne vienne pas donner quelque chose qui peut-être impressionnerait ou semblerait peut-être un peu vertigineux voilà, ne serait-ce que dans sa forme. Donc, c'était vraiment notre volonté de nous dire, OK, peut-être que nous devons, nous, éditeurs, nous adapter à des temps de concentration, à des systématismes qui diffèrent un peu de ce qu'on a pu connaître, ou tout simplement qui sont autres dans des tranches d'âge plus basses. Plus donner le sentiment d'amorcer une conversation que de s'attaquer à un essai. Oui, c'est exactement ça. Et encore une fois, l'idée, ça a été pensé, cette collection, presque comme l'idée d'avoir 1 heure de lecture. Voilà, c'est autant de propositions courtes et consultables à chaque instant et qui, grâce à leur format et leur fréquence, parce qu'on n'a pas parlé de leur fréquence, mais il y aura 1 titre par mois qui sortiront à partir du mois de mars, c'est-à-dire 3 au mois de janvier, puis après 1 par mois sur toute l'année 2023. C'est donc des ouvrages qui, grâce à leur format et à leur fréquence, se présentent un petit peu comme des conversations, c'est une intervention dans une conversation idéale. C'est bref, mais c'est structuré, c'est documenté, c'est incarné. C'est presque une discussion personnelle, un tête-à-tête en fait, entre l'auteur et le lecteur. En tout cas, c'est véritablement pensé comme ça et porté par ce petit format, adapté en tout cas.
Donc, on vous redit le nom de la collection, puisqu'on maintenant on va en parler. La collection s'appelle Alt. Je le rapproche pour que vous voyez son petit logo. Donc, Alt. Pourquoi, peux-tu nous expliquer le nom de cette collection? Alors, bon, là, je vous fais rentrer très brièvement dans les coulisses voilà, de notre équipe au moment de la naissance et la manière dont on a pensé cette collection. On a beaucoup cherché, fait de réunions, discuté autour de ce nom de collection. Évidemment, notre métier nous engageait parfois à vouloir trouver quelque chose de très signifiant, quelque chose qui viendrait immédiatement évoquer notre idée. Et puis d'un autre côté, on se disait, mais nous, on est un peu vieux, donc il faut qu'on trouve quelque chose qui fait jeune et qui permettra aux jeunes d'être attirés. Donc la tentation de faire preuve de jeunisme était facilement franchissable. On s'est senti vieille d'ailleurs. Oui, on s'est senti un peu vieille, mais pour pallier justement à peut-être trop de volonté de signifier quelque chose, ou à l'inverse de faire quelque chose de trop mode ou de trop branché. On a surtout beaucoup communiqué avec les ados de notre entourage. On a mobilisé pas mal de forces vives, je dirais, dans l'équipe. Vive et jeune. Vive et jeune. Et en fait, un soir, je rentre à la maison et je reçois un message de notre stagiaire qui me dit, écoute, c'est peut-être pas une très bonne idée, mais j'y ai pensé comme ça. Je trouve, que penses-tu de Alt? Alt, c'est la touche alternative du clavier d'ordinateur. Donc, c'est la notion d'alternative, exactement. C'est une manière de changer d'un écran à l'autre. C'est surtout, pour nous, l'altitude. Voilà, donc tout à coup, elle nous a envoyé ça et il y a eu une espèce d'évidence. Là où elle pensait alternative, on a pensé altitude. On s'est dit qu'effectivement, l'idée était de penser cette collection loin des polémiques et des clashs et au contraire, s'arrêter, faire un temps de pause et prendre de la hauteur, tout simplement. Donc voilà un peu pour la petite anecdote du nom de la collection Alt. Et on en est vraiment ravis. Et on est très contents, oui. Donc, tu parlais des polémiques et des clashs qui peuvent alimenter la société. Et voilà, donc on a décidé de choisir d'éditer des textes qui sont extrêmement ouverts, qui ne sont peut-être pas polémiques, mais en tout cas qui peuvent être partisans. Et un bon exemple en est le texte de Rada Hatem sur cette thématique qui, entre-temps, s'est retrouvée au cœur de l'actualité, l'avortement. Et là, j'ai vraiment plaisir à vous lire le tout début de ce texte qui vous donnera le ton et vous permettra de comprendre ce qui anime Rada Hatem. Mais docteur, ça ne vous empêche pas de dormir, vous, tous ces bébés que vous avez tués? Régulièrement, quand j'interviens dans les collèges et les lycées pour parler de vie affective et sexuelle, on me pose cette question. Si mon absence de culpabilité a pu surprendre mes jeunes débatteurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à leur répondre et il m'a semblé parfois avoir semé quelques graines de doute dans leurs jeunes esprits. Douter, rien de tel pour avancer, surtout dans le contexte actuel où le droit à l'avortement est à nouveau menacé dans de nombreux pays. Et un tout petit peu plus loin. Militer pour l'avortement, pour moi, c'est permettre aux femmes de choisir. Sans cette liberté de choix, il ne peut y avoir d'autonomie. Mais, depuis quelques années, mes échanges réguliers sur le sujet avec des lycéens et collégiens m'ont fait comprendre que ma vision était loin d'être partagée par tous et que l'avortement n'était pas toujours compris comme un acte de soin. Et je vais bien plus loin dans son texte. Pourquoi cette obsession du contrôle, ce refus d'accepter l'autonomie des femmes face à leur propre corps, leur propre choix? Politique nataliste, besoin de soldats, organisation patriarcale du monde, volonté d'enfermer les femmes à la maison, et quelle meilleure coercition que les grossesses à répétition, refus viscéral de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la possibilité de laisser ces dernières accéder aux mêmes droits, aux mêmes métiers, aux mêmes rémunérations, toutes les hypothèses sont possibles et plausibles. La préoccupation sincère du devenir des fœtus semble en réalité rarement le vrai motif de ce combat, qui partage le monde en deux, pro-life ou pro-choice, il faut justement choisir. Voilà, donc vous avez entendu un ton tout à fait différent de celui de Bruno.
Dans une société, donc on en parlait, qui est dominée par un modèle de prise de parole polémique, comment les jeunes se forgent-ils une opinion et surtout leur propre opinion? Comment comprennent-ils et digèrent-ils les opinions adverses? Est-ce que HALT va leur offrir des réponses? Alors, ça serait déjà très présomptueux de notre part de l'évoquer ou en tout cas d'en parler de cette manière-là. Je pense que l'important, c'est de revenir sur le vrai défi qu'HALT s'impose. C'est justement de ne pas s'imposer des réponses, mais d'offrir des éléments de réflexion. C'est véritablement ça. Pour nous, HALT, cette collection, en un mot, c'est un passage de relais. Vraiment un passage de relais. Nulle leçon, mais des tentatives de penser l'époque, et c'est possible, qui en appellent d'autres. Et l'idée, c'est de venir mettre en lumière des problématiques et de participer à la réflexion, de se construire et de s'élever, peut-être aussi, si on veut revenir sur le mot HALT et l'altitude sous-jacente derrière ce nom de la collection. Donc, les livres qui restent, on espère vous l'avoir partagé, un vrai véhicule d'ouverture d'esprit. Et je vais vous lire maintenant juste la note d'intention de Blandine Rinkel, l'autrice de « A-t-on encore le droit de changer d'avis ?» parce que justement, elle porte cette force du livre en elle. À l'âge des premières décisions, entre 15 et 20 ans, c'est dans les livres qu'on m'a rappelé que les choix, quoique importants, n'étaient pas toujours définitifs, ni les opinions irréversibles. C'est dans les livres, enfin, que je me suis autorisée à aller voir ailleurs si j'y étais et à oser changer. Parce que la vie n'est sans doute pas si prédéterminée qu'on voudrait nous faire croire. J'ai essayé d'imaginer ce court texte comme un passage secret vers plus de liberté. Et du coup, je vous lis rapidement un extrait de son texte pour vous faire entendre une autre voix. Dans la vie, j'ai changé plusieurs fois d'opinion. Est-ce que ça veut dire que je suis lâche? Si vous êtes comme moi, c'est peut-être une question que vous vous posez le soir, la tête sur l'oreiller, avant de vous endormir. Si vous changez d'avis, est-ce parce que vous êtes mou? Plus les années passent, plus ça s'emballe. Ces derniers temps, on vous demande d'avoir quelque chose à dire sur tout. Pas une discussion sans qu'on vous demande votre opinion éclairée sur le nouveau gouvernement, le nucléaire ou le nouvel album d'Aya Nakamura. Or, des idées, vous en avez tout un tas et ferme avec ça. Vous n'êtes pas lâche, ça non. Vous aimez défendre des convictions avec aplomb auprès de vos amis. Mais voilà qu'un argument auquel vous n'aviez jamais pensé est prononcé et en secret, vous vous sentez bête. Voilà. Est-ce qu'on dit 2 mots de la charte graphique? Oui, vraiment rapidement parce que le temps file. Vraiment l'idée, là encore, tout à l'heure, on parlait en se moquant un petit peu de nous-mêmes de cette tentation de faire preuve de jeunisme. Et là aussi, l'idée, c'était vraiment de trouver de trouver graphiquement parlant quelque chose qui vient se distinguer de ces petits formats qui peuvent exister dans des collections adultes. C'était de trouver une maquette qui avait du caractère, qui était impactante à partir de ce texte et de ce titre, vous pouvez peut-être le constater, qui est repris, mais surtout coupé. Et donc, dès la couverture, en fait, avant même d'avoir, je dirais presque lu le titre, là encore, on force la mobilisation et à travers le graphisme. Et puis, l'intérieur, Garance peut l'ouvrir juste voilà, que vous puissiez voir. On est en 2 couleurs, noir plus une couleur, pardon, et on est à la fois dans quelque chose de très accessible en termes de lecture et de format. On a ces passages mis en avant qui viennent peut-être porter des paroles encore plus fortes quand on les lit comme ça, désolidarisées du reste. Donc, voilà, cette charte, on l'a pensée comme peut-être on aurait aimé la voir, nous, peut-être plus jeunes. Et pour finir, est-ce que tu peux juste nous dire quels seront les prochains auteurs ou les prochains sujets? Oui, donc comme je vous disais, on va avoir un titre par mois. Donc on va parler de féminisme excusez-moi. On va parler de féminisme avec Camille Froide-Vaumétairie. On va parler d'amour avec Ovidie. On va parler de la difficulté à se faire une place dans une société parfois excluante avec Camille Aumont-Cornel. On va parler de la défense de la cause animale avec Guillaume Meurice. On va parler de climat, bien sûr, et d'écologie avec Hugo Vière, un activiste de 25 ans extrêmement brillant. Voilà, donc autant de sujets passionnants et qui seront traités avec beaucoup de force par tous ces différents auteurs.
Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à les lire. Est-ce que vous aviez des questions à nous soumettre? Sinon, on profite de nos 5 dernières minutes. Mais peut-être vous n'en avez pas, ou on a peut-être répondu à toutes vos questions. Non, je crois que pour l'instant, il n'y en a pas. Allez, ok, très bien. Eh bien, l'autre aspect, et heureusement qu'on a la possibilité, ces petites minutes, on s'est cru prise par le temps, mais finalement, on a encore 5 minutes pour vous parler vraiment de notre conviction d'éditeur. Ce qui était... je ne sais pas comment trouver les mots sans l'émotion, parce que c'est aussi la création de cette collection relève aussi beaucoup de demander beaucoup d'énergie. À demander, oui, mais au-delà de l'énergie, voilà, il y a un investissement émotionnel de la part de la Martinière Jeunesse, donc c'est Garance, Chloé et moi, quelque chose de presque viscéral. Ce qui est important pour nous, c'est que nos livres en fait vivent, qu'ils aillent dans les lycées, dans les CDI. Évidemment qu'on espère qu'ils vont ramener, ou plutôt je devrais le prendre dans l'autre sens. Pour être très honnête avec vous, on avait bien conscience quand on a lancé cette collection à tout petit prix que ce n'est pas dans les poches des auteurs ni dans les poches de la maison d'édition que ça ne va pas vraiment les garnir. Voilà, ça ne va pas vraiment les garnir, mais vraiment, c'est pour ça que c'est important pour nous d'insister sur la notion de conviction éditoriale. En fait, on veut que nos livres soient vus, soient lus, aillent dans les lycées, dans les CDI, soient visibles en librairie aussi pour pouvoir permettre aux parents peut-être d'adolescents, pas peut-être d'ailleurs, aux parents d'adolescents à défaut que l'acte d'achat se fasse par l'adolescent lui-même, ce que l'on espère là aussi beaucoup. Mais voilà, on va vraiment mobiliser toutes nos forces pour que la prescription se fasse autour de cette collection parce qu'elle nous semble vraiment nécessaire. Je pense qu'on ferait mal notre métier aujourd'hui si on décidait de laisser tomber cette tranche d'âge qui fondamentalement ne lit plus de livres pour la jeunesse, qui malheureusement ne lit pas encore d'essais ou de littérature générale, qui n'écoute plus vraiment la radio, qui, si elle regarde la télé, n'a pas forcément accès aux choses qui seront peut-être aux discussions les plus constructives, je dirais, et qui du coup n'a plus que la sphère des réseaux sociaux et autres pour se nourrir et apprendre à devenir un être pensant, mais un être qui... citoyen, armé. Oui, qui sait dire oui, non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais si je ne suis pas d'accord avec toi, j'étaye mes propos et j'ai les arguments pour ne pas accepter, ou plutôt, pardon, pour défendre ce que je pense. Donc voilà, donc elle est importante pour nous cette collection. On espère aussi que si un sujet interpelle un lecteur, par exemple, qu'il a envie de réussir à se faire une idée sur l'avortement parce qu'il est lui-même tiraillé, si ce texte lui plaît, il va voir qu'il y a d'autres sujets, avoir l'envie comme ça, peut-être spontanément, d'aller lire un texte sur un sujet auquel il n'avait pas pensé, d'avoir vraiment quelque chose de très mobile, très vivant. Et les livres, je ne sais plus si on l'a dit, seront disponibles en format numérique, ce qui était aussi important pour nous sur ce support et cette tranche d'âge. Voilà, et il est 11h44. Excusez-moi, du coup, je vous coupe. Vous pouvez peut-être juste nous donner l'information du stand sur le salon. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? F24 à l'étage. D'accord, donc F24 à l'étage. Merci beaucoup pour cette rencontre qui a été très enrichissante. Merci. Et à très bientôt donc sur le salon. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.